Alexandre Toussaint, un nom qu'on associe aujourd'hui au financement participatif immobilier, mais son parcours va bien plus loin. Après avoir fait ses armes chez Foncière Magellan, il a un déclic, rendre l'investissement accessible à tous. En 2016, il fonde Baltis, une plateforme qui permet d'investir dans l'immobilier. Et ça marche, des milliers d'investisseurs et des projets partout en France. Mais Alexandre, ce n'est pas que Baltis. C'est un multi-entrepreneur qui croit dans la puissance de la diversification. Et aussi un investisseur actif dans les startups, dans les énergies renouvelables ou encore dans l'immobilier fractionné. Et parce que partager son savoir est tout aussi important que créer de la valeur, il lance en 2021 son podcast Matière Lire, un podcast qui parle d'immobilier, d'art, de vin, de voitures de collection, bref, d'éducation financière pour tous. Alexandre le dit souvent des autres, être un doueur, c'est agir, et lui, il l'incarne, il fait, il avance, et vite. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être avec nous et nous révèle les coulisses du financement participatif. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Leverage. Merci Alexandre d'avoir accepté mon invitation. Ravi d'être là, merci à toi. Comment tu vas? Pleine forme. Pleine forme, magnifique. Raconte-nous qui tu étais, maintenant on sait qui tu es maintenant, qui tu étais avant Alexandre, avant Baltis. Qu'est-ce que tu faisais? Qui j'étais avant Alors avant j'étais un petit peu différent, j'avais un peu moins de cheveux, un peu plus de cheveux et un peu moins de kilos. Ça, on va dire, c'est la dure loi de l'entrepreneuriat où physiquement, on prend quand même un coup. Un peu, mais un peu tous les ans. Donc, ça fait beaucoup à la fin. Non, avant, j'étais plus jeune. J'avais 10 ans de moins déjà. J'ai fait des études un peu compliquées. Pas forcément très bon en termes de classement dans mes différentes études. J'ai pas mal été viré d'école. J'ai fait des pensions. J'ai fait des boîtes à bac. J'ai raté tous mes concours d'école. Donc, c'était un peu compliqué en termes d'études. Puis finalement, j'ai quand même réussi à trouver un boulot dans un groupe qui s'appelle Magellan, qui était ma vraie première expérience, donc déjà dans le monde de l'immobilier, où j'alliais déjà la partie gestion de patrimoine et immobilier, qui était un peu la fin de mes études. Et juste avant de monter Baltis, donc j'ai quitté ce groupe de bonne manière. Je trouve que c'est toujours important de bien quitter son entreprise. C'est quand même un tout petit milieu, donc il faut être bien avec tout le monde, même quand on part. Et puis j'ai monté Baltis du coup fin 2015, début 2016, donc il y a 10 ans. Et alors pourquoi Baltis? Pourquoi le financement participatif? Pourquoi est-ce que tu as pris cette voie-là? Ça aurait pu être une SCPI, ça aurait pu être un fonds, ça aurait pu être... Ça aurait pu être plein de choses, mais en fait le constat de départ c'était moi travaillant avec mes premiers salaires, je voulais commencer à investir. Et il y a 10 ans, c'est de te rappeler, il y a 10 ans, il y avait quand même très très peu de plateformes, voire pas du tout. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes, il y a plein de solutions pour investir. Il y a 10 ans, il y avait presque rien. Et j'ai appelé un copain, j'ai dit, t'as pas 5 000 € à investir? Il m'a dit, si, j'ai 5 000, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient un petit peu d'argent de côté, qui voulaient investir, mais qui faisaient rien. Et de l'autre côté, un soir, je dînais avec un bon copain qui s'appelle Guilain, qui avait monté le site de cagnotte, le pot commun, le potcommun.fr. Et puis, c'est là où ça a matché en disant, il faudrait faire le pot commun de l'immobilier, où chacun met un petit peu d'argent dans un pot. C'est un bon nom, pot ça. Achète. Mais c'est ce que j'avais mis sur mon site, le pot commun de l'immobilier. Je l'avais demandé, mais comme c'était un copain, il m'avait dit, vas-y, utilise le nom. Et donc, j'ai essayé de monter le pot commun de l'immobilier où chacun investit à la hauteur de ses moyens. On achète ensemble, on se partage les loyers, on se partage la marge à la fin. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas encore de financement participatif officiellement, il n'y avait pas d'agrément AMF, il n'y avait pas encore de plateforme. Et donc, je me suis dit, s'il n'y en a pas, je vais la faire. Et donc, j'ai créé cette plateforme-là au début, qui était un tout petit site vitrine, où les gens envoyaient des chèques par la poste, les gens signaient des documents. Ah oui, ça se faisait comme ça au début. Ah oui, c'était que par chèque, quasiment. T'étais tout seul? J'étais tout seul et je recevais des chèques que j'allais encaisser. Donc, ça se passait très bien pour faire une opération, 2, 3. Puis après ça, je me suis équipé en termes de site, etc. Mais au début, c'était vraiment hyper artisanal. Et donc, tu allais voir ta banque, tu allais tout le temps lui déposer les chèques. Puis j'allais tous les 2 jours à la banque, dire voilà, j'ai reçu 3 chèques aujourd'hui pour l'opération, cette opération-là, puis 4, puis 5, puis 6. Je signais dans le dos du chèque. Les gens m'envoyaient leur bulletin de souscription pareil par la poste. Mais c'était très bien que ce soit comme ça pour tester, pour essayer. Il n'y avait pas d'autre solution, donc il fallait le faire. Bien sûr. Et les gens à l'époque étaient prêts à faire des chèques, ce qui aujourd'hui évidemment serait impossible. Improbable. Mais il y a 10 ans, pourquoi pas quoi. Et puis moi, ça m'a permis de tester le modèle, de faire une première opération, puis une deuxième, puis une troisième. Et après ça, on a vraiment créé une plateforme, on a eu un agrément, puis on a lancé toute l'histoire de Baltis un petit peu après. Ouais. Tu te rappelles de la première? La première, bien sûr, je me rappelle, c'est peut-être même ma préférée. Ah. Parce qu'elle est aussi, donc c'était à Lille, à côté de Lille. C'était une poissonnerie. Ok. On était 34 investisseurs à avoir mis entre 5 et 10 000 €. Okay. Et on a acheté les murs de cette poissonnerie-là.
Ouais. Et ensuite, moi, tous les mois, je reversais, alors cette fois-ci par virement, les loyers aux 34 investisseurs. Okay. Et cette poissonnerie était un peu particulière parce que, alors, effectivement, c'était la première opération. Et la deuxième, parce que c'était la poissonnerie dans laquelle j'allais quand j'étais petit, avec mes parents. Ah, sympa. Parce que mon père est un grand cuisinier à ses heures perdues. Et on habitait à 300 mètres de cette poissonnerie-là. Ah ouais. Et donc, tous les week-ends, ou presque tous les week-ends, on y allait. Donc, il y avait ce petit caractère aussi un peu émotionnel de se dire c'est la première pour Baltis, mais c'est aussi historiquement celle dans laquelle j'allais quand j'étais petit. Ouais. Et ça a été un deal rentable ? Et ça a été un deal rentable. On l'a détenu, je crois, 6 ans. Donc là, on était plutôt dans un format d'investissement. Donc, on achetait de l'immobilier, on se partageait les loyers, puis on revendait ensuite au bout de 5-6 ans. Okay. Donc, on a revendu en 2021, donc 5 ans après. Et ça a été un bon deal. Je pense qu'on a revendu aussi au bon moment, été 2021. Donc, tout le monde était hyper content de cette première opération. Et donc, tes 34 investisseurs sont devenus tes premiers investisseurs jusqu'à maintenant. Ils restent dans la boucle. Et ils restent c'est sûr que les premiers, c'est souvent ce qu'on dit les friends family, les copains de copains, les cousins, les anciens employeurs, les oncles, les tantes. J'avais un peu racketté quand même tout le monde autour de moi. Et ça représentait combien en volume ? 216 000. Ouais. Ah ouais, 216 000 sur 34 investisseurs. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'était. Pour une première. Pour une première, ça paraissait beaucoup, 216 000, mais à moins de 200 000 euros, c'est compliqué quand même d'acheter On faisait que des locaux commerciaux. On a acheté des boulangeries, des crèches, des pharmacies, des restaurants. Et là, tu n'avais pas de levier bancaire. Et là, pas de levier bancaire. Là, c'était déjà, parce que c'est la première opération. Il faut aussi faire ses preuves, je pense, pour le banquier. Et je voulais faire au début plutôt un produit de distribution où on distribue les loyers de manière assez simple. On prenait pas trop de risques. Comme ça, si jamais le locataire partait au bout de 2 ans, on n'était pas asphyxié par la banque à devoir rembourser un prêt. Donc, c'était plutôt la sécurité de se dire on achète en equity, on se partage les loyers et on revendra. Donc, on ne fera pas un gros effet de levier. Mais on a revendu, je crois, 230 000 euros. On avait acheté 216. On a pris un peu de marge. Un peu de marge, du revenu tous les ans. Exactement. Voilà. Et tout le monde était très content. Et la promesse était tenue. Exactement. Ouais. Alors, si on reprend les bases pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que le crowdfunding ou le financement participatif ? Ouais, donc le crowdfunding, c'est un concept qui est né aux États-Unis, d'où le terme anglais. Donc, crowdfunding, financement par la foule. Et donc, on vient utiliser l'épargne des particuliers pour financer des projets professionnels. Et donc, on crée une plateforme qui joue un peu le rôle d'intermédiaire, où d'un côté, tu as des particuliers qui veulent investir 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros, peu importe, ils veulent investir dans un projet. Et de l'autre côté, on connecte ce qu'on appelle des porteurs de projets, donc plutôt des professionnels qui ont un projet et qui ont besoin de financement. Et ces professionnels ont plein de sources de financement différentes, dont le crowdfunding. Et donc, l'objectif, c'est de faire matcher les deux à un instant T, et les particuliers puissent investir dans un projet qui est clairement identifié, qui est mis en place sur la plateforme. Et donc, on est vraiment en crowdfunding, donc on est en financement. Donc, l'opération de la poissonnerie à Lille, c'était un peu différent parce qu'on était plutôt en investissement. Ouais. Donc, on pourrait dire du crowd investing, pas très joli, mais en gros, c'est de l'investissement participatif. Le crowdfunding, c'est du financement participatif. Donc, on vient prêter de l'argent à quelqu'un qui a un projet, qui fait son projet et qui, à terme, nous rembourse. Est-ce qu'on peut dire que tu es une bonne alternative à la banque ? Au financement bancaire ? Alors, je pense que pendant les 5-6 premières années du crowdfunding, on était plutôt un complément. Ouais. Donc, on venait compléter les fonds propres que demandaient les banques. Donc, si le projet était de 100, que la banque prêtait 70, donc le porteur de projet doit apporter 30, on venait financer un bout des 30. 80%, 50%, parfois 100%. Donc, on venait compléter les fonds propres. Et depuis, on va dire, 2 ans, où les financements bancaires sont un petit peu plus compliqués à aller chercher, on vient se substituer aux banques. Donc là, on remplace les banques et au lieu de financer les 30%, les 30 restants, on vient financer 100% de l'opération, ou un petit peu moins. Donc, on vient se substituer. Je pense que ça va rebasculer dans l'autre sens si les taux rebaissent un petit peu 2025, 2026, 2027. Donc, les banques vont peut-être refinancer. Et donc, on viendra refinancer cette quote-part de fonds propres que demandent les banques. Donc, on pourra à nouveau vous utiliser sur le chapeau. Exactement. Ouais. Donc, en complément, avoir une LTV plus forte. Et donc, c'est donc possible d'avoir un financement à 100%. À 100% ou à quasi entre 90 et 100%, c'est possible. Entre 90 et 100. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir financer à 100% ? Ou qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas financer à 100% ? Est-ce qu'il y a des critères que tu peux nous donner ? Est-ce que c'est un peu systématique ? Alors déjà, le financement à 100%, donc il y a une date, c'est assez récent, ça fait 2-3 ans. Et d'ailleurs, heureusement qu'on existe, parce qu'on est considéré, nous, comme du financement alternatif. Ouais. Donc alternatif à ce qui existe depuis des années, donc qui est la banque. Donc heureusement qu'on est là, parce que sinon, on ne sait pas comment les opérateurs se seraient financés sans du coup un financement alternatif qui sont majoritairement représentés par les plateformes. Et du coup, nous, pour analyser un projet, on va avoir quasiment la même grille d'analyse qu'un banquier finalement. Ouais. On va regarder 2 choses importantes. Qui fait le projet et quel est le projet ? Donc, gros focus sur l'opérateur. Je pense que c'est quasiment du 50-50. C'est qui fait
Donc, son track record, son expérience, son patrimoine personnel, est-ce qu'ils sont 2, 3 associés? Donc, qui est la personne qui porte le projet, qui, à mon avis, fait 50% du projet. Et aussi, bien sûr, quel est le projet? Donc, sa localisation, à quel prix il achète, ses devis travaux, à quel prix il compte vendre, etc., etc. Donc, on fait une double analyse. Et ce que je comprends de ce que tu dis, enfin, ce que je sais, parce qu'on travaille évidemment bien ensemble depuis longtemps, c'est que même si le projet est excellent, il ne peut pas pallier à un opérateur qui serait débutant. C'est-à-dire que toi, tu dis vraiment c'est 50-50. Ça veut dire que l'opérateur doit être un très bon opérateur et le projet doit être un bon projet. Si je trouve 5 000 € avenue Montaigne, pour faire un petit clin d'œil à Pierre-Emmanuel qui donne toujours cet exemple, si je trouve 5 000 € avenue Montaigne et que je suis débutante, c'est pas pour autant que tu vas me financer à 100%. Non, parce que imaginons, alors là, acheter à un bon prix, c'est bien. Mais après, il faut peut-être demander des autorisations administratives pour un changement de destination. Peut-être qu'il faut un permis de construire pour faire une extension. Il faut aussi bien maîtriser le coût des travaux. Et ensuite, il faut réussir à bien revendre au bon moment, au bon prix à la bonne personne. Donc, ça, le prix d'acquisition fait quand même beaucoup. On dit souvent qu'un bon deal, il se fait l'acquisition, c'est vrai. Ouais. Mais ensuite, il faut arriver à bien le suivre, bien le développer et bien le revendre. Ouais. Et donc, il faut avoir quand même de l'expertise pour mener à bien le projet à terme. 100% d'accord avec toi. Et alors, l'expertise, elle se jauge sur un nombre d'opérations débouclées, sur une marge récurrente, un taux de marge. Sur quoi est-ce que vous jugez le track record des opérateurs? Effectivement, sur l'expérience, on doit avoir fait au moins 1, voire 2, voire 3 opérations débouclées. 3, c'est quand même bien. 3, c'est bien. Alors, mais bon, t'acceptes une. Oui, parce qu'en fait, il faut être sûr que nous, on considère que c'est un professionnel de l'immobilier. On ne veut pas que ce soit un particulier qui se dise, tiens, j'ai une opération à faire. C'est ça. Je vais me lancer, je vais faire ça à côté. On veut vraiment que ce soit une personne dont c'est son métier, et donc un professionnel. Donc, il ait fait au moins une opération débouclée. Donc, il a acheté, travaux et revente, et que la marge finale nette, elle correspond, en tout cas, qu'elle soit assez proche de la marge prévisionnelle au départ. C'est ça. Pour montrer qu'en fait, il a bien mené son projet. Parfois, il y a des imprévus. Donc, évidemment, ça peut varier un petit peu. Mais il faut qu'il nous prouve que ce qu'il a dit au départ, c'est ce qui s'est produit à l'arrivée. Tout à fait. Et alors, c'est quoi une bonne marge aujourd'hui pour toi? Une bonne marge, ça dépend de l'opération. Mais ça, on a vu des dossiers, nous, à 5-6% de marge qui nous paraissaient bien, parce que c'était des grosses opérations. Mais idéalement, il faut entre 15 et 20% de marge. Oui, 15 et 20%, c'est plutôt honnête. Pour pouvoir absorber un peu d'imprévu, un peu de retard, et finalement tomber entre 10 et 15. Je suis un peu plus sévère que toi. Moi, je demande entre 20 et 25. Mais bon, au final... Tout dépend comment on la calcule, tout dépend la poche d'imprévu, tout dépend si les frais financiers sont bien inclus dedans, si c'est vraiment all-in ou si on n'a pas oublié une petite ligne. Mais c'est ça. Nous, voilà, on va dire en moyenne à 20%, on considère que le projet, il peut déraper un peu et il restera rentable pour tout le monde. Et en tout cas, petit aparté, tu rejoins les nouvelles grilles du groupe BPCE qui a un petit peu rabaissé ses standards depuis la crise de l'année dernière et qui considère maintenant que une opération réussie, elle est réussie entre 13 et 15% de marge. Versus avant la crise de l'immobilier en 2023-2024, où ils étaient tous à 25. Si tu as fait 22, c'est pas exceptionnel quand même. Donc 25, c'est... Après, je pense que c'est plus facile aussi de faire des grosses marges aujourd'hui, parce que les prix, effectivement, ont un peu baissé. Alors certes, on se finance un peu plus cher, mais en tout cas, les prix, c'est le moment d'acheter. Et si tout se passe bien, 2026-27, quand on va revendre ces opérations-là, normalement, les prix auront remonté un peu, les taux aussi. Sur la bonne... Donc, normalement, c'est le bon moment pour faire une opération, c'est vraiment cette année, quoi. Il faut se dépêcher maintenant. C'est maintenant. C'est septembre ou rien, ou peut-être même août, un petit peu. Non, même jusqu'à décembre, je pense que les opérations, les belles opérations sont à faire là dans les 6 prochains mois. Donc, des bonnes opérations à faire. Donc, les opérateurs qui nous écoutent, c'est le moment d'y aller. Et alors, de l'autre côté, les investisseurs. Donc, c'est aussi le moment d'investir. Ça veut dire qu'un investisseur, aujourd'hui, moyen, chez toi, son panier, il est à combien? Son ticket d'entrée, il est à 1 000 €, 100 €, 10 000 €? Ouais. Donc, son ticket d'entrée, il est à 100 €. D'accord. Donc, tout au départ, chez Baltis, c'était 5 000. Quand on a eu un site internet assez optimisé, on est passé à 1 000. Et il y a un an, il y a 18 mois maintenant, on est passé à 100 €. Là, l'objectif, c'est plutôt de permettre aux particuliers de pouvoir diversifier encore plus facilement. Ouais. On sait que le contexte est un petit peu compliqué et pour baisser un petit peu les risques, il faut diversifier. Donc, on s'est dit quelqu'un qui a 1 000 €, on va pouvoir lui permettre de faire 10 opérations à 100 €, donc de diversifier sur plusieurs projets. Donc, 100 € le ticket d'entrée maintenant sur toutes les opérations, 3 500 en ticket moyen. OK. Parce qu'on a aussi des beaucoup plus gros investisseurs qui mettent 15, 20, 50, 100, 300 000, 1 million. Donc, forcément, ça tire la moyenne vers le haut. Ton plus gros, il a mis 1 million? Le plus gros, il a mis 1 million. Ouais. Okay. Puis,
Et le plus petit 100 euros, donc le ticket moyen, ou en tout cas, si on fait le ticket médian, on est vraiment à 3000, 3500, si on enlève les plus gros, les plus petits. Ok. Moi, je dis souvent, c'est toujours le bon moment de bien investir. Ouais. Donc, il ne faut pas investir pour investir, il faut quand même bien regarder qui, où, comment, pourquoi, il faut quand même se poser des bonnes questions. Mais c'est sûr qu'avec un ticket à 100 euros, c'est plus facile de diversifier. Et notamment quand tu as une plateforme en ligne où tu le fais en quelques clics, c'est encore plus facile. Quoi. Et alors concrètement, comment ça se passe? Donc, je suis investisseur, je mets 100 euros, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors nous, on est une activité qui est réglementée par l'AMF, Ouais. donc l'autorité des marchés financiers. Donc on est là pour protéger l'épargnant. C'est le rôle principal de l'AMF, c'est de protéger l'épargnant. Et le protéger, c'est s'assurer qu'il a conscience des risques, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a compris ce qu'il faisait. Et donc pour ça, on a tout ce qu'on appelle un KYC, donc un questionnaire d'inscription pour l'investisseur, donc qui se connecte sur la plateforme, il remplit un questionnaire d'abord d'identité, qui il est, où est-ce qu'il habite, quand est-ce qu'il est né, sa pièce d'identité, etc. Ensuite, quelques questions sur ses connaissances. Est-ce qu'il sait ce que c'est une action, une obligation? Est-ce qu'il a conscience qu'il y a des risques, etc., etc. Et une fois qu'il a répondu à toutes les questions, nous, on analyse ses réponses et on lui permet d'avoir un statut. Est-ce qu'il peut investir ou pas? On a déjà refusé des clients en disant vous n'avez pas soit assez d'expérience, soit vous avez répondu qu'a priori il n'y a pas de risque alors qu'il y en a, donc vous n'êtes pas prêt à investir. Ok. Même 100 euros, ceux-là, tu les Même refuses? 100 euros, ouais. Ok. Alors, on ne les refuse pas, souvent on les appelle, on leur explique. Tu leur expliques, ouais. Et dans ce cas-là, parfois ils changent leur réponse, on dit ok, j'ai compris maintenant et je peux investir. Ok. Une fois qu'on a un compte validé, on a accès à tous les projets qui sont 100% en ligne. Et donc un projet, on voit qui est l'opérateur, qu'est-ce qu'il achète, à quel prix, dans quelle ville, à quel prix il pense revendre. Donc on a tout le détail. Et puis un petit bouton signer son bulletin de souscription. Il paye par virement ou par carte et ensuite il a investi. Donc le processus très simple, en ligne. Et ensuite, lui, il vient prêter du coup au professionnel. Ouais. Et donc le professionnel, on ne vient pas associer avec lui. Ce ne sont pas des actions, on n'est pas associé dans son opération. On vient lui prêter via une émission obligataire. Donc il souscrit à des obligations. Donc c'est comme s'il lui prêtait de l'argent. Il prête 100 euros à l'opérateur. L'opérateur récupère ces fonds-là. Il fait son projet pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et une fois qu'il a fini, il doit rembourser sa dette. Parce que pour lui, c'est une dette. Et dans ce cas-là, c'est là où l'investisseur, il reçoit ses 100 euros plus un intérêt de 8, 9, 10, 11, 12% par an. Donc, si ça dure un an, il reçoit 100 plus 12, par exemple, si c'est à 12%. Et ensuite, il peut recommencer dans une nouvelle opération. Donc, c'est assez simple. Il prête directement à l'opérateur. Il ne prête pas à Baltis qui prête à un opérateur. Il ne rentre pas dans une SAS qui ensuite prête à quelqu'un. Donc, il va directement prêter à l'opérateur. Et une fois que l'opération est finie, il doit rembourser son prêt. Quoi. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut espérer comme intérêt, cet investisseur? En 2025, juillet 2025, on est quoi? On est à 11%, 10%, 12%. Qu'est-ce qu'il a comme rendement? On oscille entre 10 et 12 par an. Nous, la moyenne, c'est 10,6 avant impôt. Donc ça, c'est ce que va payer le porteur de projet. Donc encore une fois, 100 euros, donc à 10,6, donc on reçoit 10,6 d'intérêt. Nous, on applique dessus ce qu'on appelle le prélèvement à la source, donc la flat tax de 30%. Donc on vient prélever la flat tax et on verse à l'investisseur du net d'impôt, donc qui varie entre 6 et 7% de net d'impôt qu'on verse à l'investisseur. Et ensuite, nous, on vient payer les impôts derrière, comme ça, il n'a pas à s'en occuper. D'accord. Et donc, le net d'impôt qu'on verse, lui, ensuite, peut assez facilement le réinvestir dans d'autres opérations. Et alors, est-ce que c'est pas compliqué quand même de se positionner entre l'opérateur et l'investisseur? Parce que évidemment que l'investisseur va vouloir avoir minimum 10, 11, 12%. Pour l'opérateur, plus l'intérêt à verser est faible, plus sa marge est préservée. Donc lui, j'imagine que de l'autre côté de la barrière, il vous demande de faire un effort sur le taux d'intérêt. Comment est-ce que vous jonglez entre ça? Nous, c'est assez mathématique. En fait, on a un outil de scoring des projets. Okay. Où on rentre dans notre outil tous les éléments du dossier, donc qui est l'opérateur, le track, le prix d'acquisition, le prix de revente, le budget de travaux, etc. Et ça nous sort une note. Et avec cette note-là, ça nous sort un taux. Et en fait, ce score-là, ça reflète le niveau de risque de l'opération. Donc, plus on pense que l'opération est risquée, plus on sera à 12-13. Plus elle est ensemble maîtrisée et sécurisée, plus on sera à 9-10. Okay. Donc, c'est assez mathématique. Et donc, quand on sort un prix, c'est pas du feeling, tiens, ce projet-là, il a l'air bien, on va le faire 10. Celui-là, il a l'air un peu risqué dans une petite ville, on va dire 12. Quoi. Donc, c'est mathématique. Et donc, l'investisseur, lui, ne négocie pas parce qu'on lui propose l'opération toute packagée. Par contre, effectivement, l'opérateur, lui, souvent, essaie de baisser au minimum parce que plus les frais baissent ou les taux baissent, plus sa marge s'améliore, donc plus il gagne de l'argent. Mais voilà, c'est un juste milieu entre l'offre et la demande, donc il faut satisfaire tout le monde. Et donc, nous, on fait une proposition aux porteurs de projet en disant, voilà, votre projet, on est prêt à vous financer 600 000 euros sur 18 mois à 11%, avec telle garantie, telle condition. On discute, parfois on négocie. Pas trop bas, parce que si on sort aujourd'hui un taux à 8%, quand la moyenne est à 10 chez nous,
L'investisseur va se dire, bon, moi, j'attends la semaine prochaine parce que. Ouais, c'est ça. Je vais pas investir sur celui-là. Ouais. Parce que vous avez combien de projets en plus qui sortent en moyenne sur. Alors bon, l'année dernière, c'était peut-être une année un peu biaisée, mais d'une manière générale, par semaine, combien est-ce que vous avez de nouveaux projets sur la plateforme? On a une centaine par an, donc ça fait presque entre 1 et 2 par semaine. Ouais, donc c'est quand même. Et forcément, c'est régulier, on peut attendre. Les investisseurs, ils le savent, ils sont aussi multiplateformes. Ouais. Donc ça veut dire qu'en moyenne, ils reçoivent peut-être 6-7 dossiers par semaine. Ouais. Sur l'ensemble des plateformes, donc ils ont le choix. De toi et de tes confrères. Et aujourd'hui, le pouvoir, il est dans les mains de l'acheteur et donc du financeur. Donc c'est plutôt lui qui décide, en tout cas, qui a la main. Et donc effectivement, si le taux est trop bas, on en a déjà eu le cas, des bons dossiers à 10, l'investisseur s'est dit, bon, j'attends le prochain qui sera aussi bon, qui sera peut-être à 12. J'attends je suis pas une semaine près. Et là, tu collectes pas trop sur un projet à 10. Ou alors tu collectes, long, mais longtemps. C'est long. Donc parfois. C'est quoi long chez Baltis? Alors, on n'a pas la même définition du long, je pense, mais moi, une semaine, c'est très, très long. C'est ça. Avant, on comptait en secondes, en minutes, en 2021-22, quand le marché était un peu euphorique. Là, on compte en heures, parfois en jours. C'est long. Ah, mais c'est très, très long. Oh là là. Mais surtout, en fait, à un moment où le projet, ça fait 4, 5, 6 jours qu'il est sur la plateforme ouvert, il envoie aussi une image que, en fait, le projet, c'est bizarre, il y a un truc. Ouais. Il y a un truc, il y a un loup, il y a quelque chose, c'est pas normal, parce qu'un projet, normalement, c'est une journée. Oui, donc, parce que c'est un peu dans la tête de tout le monde maintenant que tu collectes en une minute. Donc normalement, il est censé être surcollecté. La jauge elle est censée monter en live pendant quelques heures et à la fin de la journée, elle est clôturée. Donc si c'est pas le cas, il y a un moment, le projet il va stagner en disant en fait, il y a un problème sur ce dossier-là. Alors qu'est-ce que tu fais du coup? Donc deux solutions. Soit on booste le taux. Okay. On dit en fait, on était à 10, peut-être un peu ambitieux, on va passer à 11 pour tout le monde d'ailleurs. C'est rétroactif. Soit on dit aux porteurs de projet, voilà, on devait collecter 600, on est à 450 ou 500, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête? Et ils complètent. Et on passe à un autre projet. Ou nous, on va essayer de trouver d'autres investisseurs via nos partenaires CGPI, via des banquiers en disant on a besoin là d'un plus gros client à 50 ou à 100 000 euros pour boucler une levée. Donc on trouve toujours une solution. On a fait 100% de nos collectes, mais c'est vrai qu'on s'angoisse un peu dans l'équipe quand ça dure plus de 3-4 jours. Quoi. Alors que c'est pas normal, mais bien sûr que c'est pas normal. On a été mal habitué à ça pendant des années. Donc quand je transpose à mon univers, qui est plutôt l'univers bancaire, comme tu le sais, 3 jours, c'est évidemment rien. Nous, on attend longtemps avant de déboucler, avant d'opérer un dossier. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux opérateurs qui nous écoutent, qui sont encore un peu frileux sur la partie crowdfunding, qui se disent non, j'ai pas trop envie, je préfère passer mon tour, ou alors faire que du bancaire, ou mettre vraiment tous mes fonds propres. Alors attention, moi j'ai toujours dit que c'était très bien de chercher une LTV bancaire très forte et de mettre des fonds propres, c'est important, mais parfois aller vite, c'est aussi bien. Parfois, ne pas préserver ses fonds propres, parce que ne pas investir ses fonds propres pour les préserver parce qu'il y a d'autres opérations, c'est bien aussi. Et donc parfois, moi, je leur parle de cette solution, mais j'en ai encore quand même quelques-uns qui sont encore un peu frileux. Qu'est-ce que tu peux leur dire à eux pour les détendre? Ça dépend pourquoi ils sont frileux. Est-ce qu'ils sont frileux et que ça fonctionne quand même pour eux? Donc, si ça fonctionne pour eux, s'ils ont des sources de financement avec qui ça marche, qu'ils arrivent à faire le nombre d'opérations qu'ils veulent, très bien, ils ne sont pas obligés, évidemment. Par contre, moi, je leur dis souvent, faites un calcul. Si vous la faites comme d'habitude, soit seul, soit avec une banque, soit avec un associé qui prend 50% de la marge, et faites une simulation avec une ligne crowdfunding qui, sur le papier, peut coûter cher, parce que 10-12%, c'est quand même 2-3 fois parfois le taux bancaire. Mais vous allez voir que si c'est pour faire une opération par an, vous faites-la tout seul. Mais si vous voulez en faire 2, 3, 4, 5 et utiliser le crowdfunding comme un vrai effet de levier, vous allez voir qu'en fait, vos fonds propres seront beaucoup mieux rémunérés et votre marge réelle aussi beaucoup plus. Vous mettrez moins de fonds propres dans cette opération-là, mais du coup, vous pourrez en faire peut-être 10. Donc, c'est vraiment un effet. L'outil crowdfunding pour l'opérateur, c'est un effet de levier hyper puissant, hyper rapide, qui coûte un peu cher, donc la marge, elle baisse un peu, mais avec ça, il peut faire 3, 4 ou 10 projets de plus. Donc, en fait, c'est l'effet de levier projet, nombre de projets, plus que l'effet de levier sur l'opération. Et donc, souvent, on fait un comparable, on fait 3 comparables. Si vous le faites tout seul avec une banque, si vous la faites avec un associé, qui vous prend votre marge, et si vous la faites avec nous, Baltis, voilà ce que ça fait en marge, et voilà ce que ça fait en equity multiple. Tu as des chiffres un peu en tête ou pas sur la différence justement entre ces 3 scénarios? Généralement, quand on fait nous sur notre part à nous, où il reste tout seul, il prend toute la marge, on arrive sur des multiples à x2, x3 sur sa cote-part de fonds propres. C'est ça. Il a fait 3 fois son argent. Il a fait quasiment 3 fois son argent, donc ça vaut largement le coup. Donc il va dire, je faisais 100 de marge avec Baltis, j'en fais plus que 20. Ah oui, mais en fait, tu as mis beaucoup moins. C'est ça. Donc en fait, c'est largement... En gros, c'est souvent est-ce que tu préfères mettre 100 euros et en gagner 90, ou est-ce que tu préfères mettre 10 euros et en gagner 80?
la question est vite répondue. Normalement. En fait, si tu fais juste ce calcul-là, tu te dis, OK, en fait, j'ai intérêt à mettre beaucoup moins de fonds propres. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire 2, 3, 4, 10 opérations. Et donc, au final, à la fin de l'année, gagner beaucoup plus d'argent. Oui, c'est ça. Et moi, c'est souvent un argument que j'utilise beaucoup par rapport aux associations, parce que les associations, évidemment, que ce soit dans une société d'exploitation ou dans l'immobilier, c'est toujours pareil, c'est soumis à plusieurs problèmes, plusieurs obstacles et aussi très risqué. Donc souvent, je leur dis, soit tu continues d'être associé et de te prendre la tête parce que vous n'êtes pas d'accord et le niveau des fonds propres, c'est pas les mêmes et vous n'êtes pas OK sur la sortie, sur la stratégie, etc. Soit tu décides de faire une fois une opération cavalier seul. Et donc, bah oui, mais je fais comment parce que j'ai pas suffisamment de fonds propres. Bon, bah, je vais te compléter les fonds propres parce qu'on peut aller les acheter en allant se fournir en dette obligataire. Et c'est un peu là-dessus que j'essaie de jouer et je trouve que les chiffres et la démonstration de ça, elle fonctionne vraiment. Ouais. Il y a effectivement, le fait de rester seul à bord, qui est très important parce que parfois, il faut prendre des décisions vite sur un prix, sur les travaux ou de gérer des urgences. Et il y a aussi le fait de chacun son métier. Je vois plein, moi, de marchands de biens qui courent après l'argent tout le temps. Tout le temps. Un associé, mais si j'ai un copain qui va mettre, etc., etc. Donc déjà, c'est arrêtez de chercher l'argent, quelqu'un va le faire pour vous. Parce que nous, qu'on va chercher sans investisseur pour lever 600 000 euros, c'est nous qui nous en occupons. Bah oui. On met quand même un peu d'étanchéité. C'est-à-dire que parfois, les marchands, ils se lancent avec des copains, de la famille, des parents. Et si ça se passe mal, en fait, il peut se brouiller aussi un peu ses relations personnelles à cause de ça. Nous, on leur dit, en fait, on va gérer toute cette partie-là. On fait aussi tout le SAV. Donc, si le projet est un peu en retard, vous nous dites et nous, on va gérer avec tous les investisseurs. Donc, comme ça, en gros, concentrez-vous sur votre métier. Nous, on se concentre sur le nôtre. Et vous verrez, vous serez aussi beaucoup plus serein que d'aller demander un peu d'argent à droite à gauche à des copains. Ouais. Donc, complètement d'accord avec ça. Et alors, justement, t'en parlais, les retards. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que les opérateurs payent avec du retard? Est-ce qu'ils payent tout le temps leurs coupons en temps et en heure? Est-ce que d'ailleurs, vous demandez les coupons trimestriellement, semestriellement, capitalisés à la fin de l'opération? Et en cas de retard, comment est-ce que vous gérez? on n'a pas de retard. Non, jamais. Non, jamais. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Non, effectivement, alors le retard, effectivement, c'est un terme un peu surprenant dans le monde de l'investissement, parce qu'on n'est pas censé être en retard. Mais là, effectivement, il y a du retard, parce qu'on prête sur une durée cible. Donc, on va dire on prête sur 18 mois. Donc, à partir de 18 mois et un jour, le projet il est censé être en retard parce qu'il n'a pas été remboursé dans le délai qui était ciblé au départ. Donc, qui dit retard, dit un jour de retard sur le projet. Et donc, pendant cette période de retard, il peut se passer plein de choses. Soit il y a un retard qui est autorisé. On part du principe, et surtout moi, en tant qu'entrepreneur, on sait que l'immobilier, c'est pas une science exacte. Si tu dis, j'achète cet appartement, je fais les travaux et je le revends au bout de 12 mois, tu ne seras jamais à 12 mois pile, soit c'est un peu avant, soit c'est un peu après. Et c'est souvent un peu après, parce que c'est souvent un peu de dérapage, soit parce que les travaux ont pris un peu de temps, soit parce que l'acquéreur, il n'a pas eu son prêt. Et donc, il faut le remettre à la vente. Tout à fait. Donc, ça, tu reprends 3 mois, mais c'est pas de ta faute. Donc, mais ça fait partie de la vie de l'immobilier d'avoir du retard. Et c'est OK parce que normalement, tu l'as prévu. Et on le prévoit souvent 6 mois de retard. C'est ça. Donc, en gros, le 12 mois peut être en 18 et le 18 peut être en 24. Donc, on prévient les investisseurs qu'en fait, le 12 qu'on vise, il peut déraper et on l'autorise ça pour tout le monde. Ce qu'on demande à l'opérateur, c'est que pendant cette période-là, le rendement monte d'un point. Donc, voilà, il y a un peu de retard. Donc, pour justifier ça et pour que l'investisseur puisse aussi s'organiser, en fait, le taux qui était à 11, il passe à 12, celui qui était à 12 passe à 13. Donc ça, c'est un retard, ce qu'on appelle contractuel. Il est prévu de pouvoir avoir du retard pendant 6 mois. Par contre, au-delà de 6 mois de retard et un jour, là, on va dire qu'il y a un problème sur le dossier. Donc là, 2 solutions. Soit on part à l'amiable, en disant, voilà, pourquoi il y a du retard. Il faut toujours comprendre. Si on dit, en fait, mon acquéreur, il n'a pas eu son prêt pour la 2e fois. Par contre, regardez, j'ai signé des promesses, on sait que le prix est juste, l'appartement est bien dans les travaux parce que les acquéreurs sont positionnés, donc c'est pas un problème d'actif ou d'opérateur, c'est juste que ça se redécale parce que l'acquéreur n'a pas eu son prêt. C'est ça. Et dans ce cas-là, on lui fait souvent un avenant en disant, on te redonne 6 mois cette fois-ci. Soit en fait, il n'a pas signé de promesse, ça n'a pas avancé, ou les travaux sont pas finis, c'est beaucoup plus inquiétant. Et dans ce cas-là, on part en contentieux, ou parfois en procédure, et ainsi de suite. Donc, il faut toujours bien connaître la raison du retard avant de s'emballer, quoi. En tout cas, vous agissez, j'ai envie de dire, comme une banque. C'est-à-dire que la banque, si le crédit n'est pas remboursé, elle va actionner des leviers. Voilà, très souvent, le service juridique, on va recevoir les mises en demeure, on va recevoir les huissiers, on va recevoir toute la procédure qui va se mettre en place parce qu'elle a des garanties et qu'elle va actionner ces garanties. Vous faites la même chose. Ouais. Première chose, comprendre, donc communiquer, échanger. Donc, on dit toujours aux opérateurs, si vous êtes en retard et qu'on vous appelle, décrochez, on ne va pas vous crier dessus, c'est juste, dites-nous ce qui se passe.
envoyez-nous des documents. Si Ça vous avez... arrive souvent, ça, qu'ils décrochent pas? Ouais. Ils ont un peu peur. Ils ont un peu peur. Ils se disent, oh là là, c'est comme quand le banquier appelle, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à découvert, je décroche pas. Mais en fait, au contraire, il faut absolument garder une communication très simple, très fluide. Ou même écrivons-nous sur WhatsApp, envoie-nous des photos de l'actif, transfère-nous la promesse, enfin, donne-nous des infos pour nous rassurer. Et nous, si on est rassuré, on pourra rassurer nos investisseurs. C'est ça. Par contre, si tu fais le mort, que tu réponds à rien, etc., bah, en fait, on est obligé d'activer les garanties parce qu'on n'a pas le choix. Mais parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que de l'autre côté, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, parce qu'il y a les investisseurs aussi qui vous relancent. Ah bah bien sûr. J'imagine. Et à juste titre. Et à juste titre. J'ai prêté il y a un an, ça fait 12 mois, 13 mois, où on est le dossier, je comprends pas. Et à juste titre, ça nous tombe dessus, mais c'est notre rôle et il n'y a aucun problème. Par contre, les opérateurs, vraiment, donnez-nous des news et tout ce qui est justifiable, on le justifiera à nos investisseurs. Ouais, et les investisseurs, ils comprendront. Si on leur dit il devait y avoir une signature, mais l'acquéreur n'a pas eu son prêt, ça repart sur le marché, personne ne va être choqué. Personne va dire c'est un scandale, c'est pas possible, c'est des arnaqueurs. Mais non. Donc, si on arrive à le justifier. Par contre, si on leur dit en fait, on n'a pas de nouvelles, on envoie des recommandés, il n'y a personne. Ça vous est déjà arrivé de le dire? Arrive. Ouais. Et en fait, on n'a pas de nouvelles. Donc, on ne peut pas faire le mort non plus, nous non plus. Donc, on leur dit on envoie une actualité en disant nous n'avons pas de nouvelles. Voici l'actu. Okay. Mais nous avons tout pour en avoir rapidement, etc. Et les investisseurs, ils s'excitent de la même manière en fonction de s'ils ont mis 100 € ou 10 000 €, ou tu vois qu'il y a plein de petits investisseurs à 100 € qui te relancent jamais, qui te demandent jamais. Enfin, comment ils gèrent ça un peu, les investisseurs Je pense que c'est pareil, on regarde pas trop qui a investi combien. Nous, on traite déjà les clients de la même manière qu'ils aient mis 100 €, 100 000 ou 1 million. On part du principe que c'est pas parce que tu es plus riche qu'en fait que tu as le droit à un meilleur reporting. On a tous le même reporting. Et comme ils sont censés investir moins de 10% de leur patrimoine dans le crowdfunding. Dans le patrimoine liquide. Ouais, on sait que quoi qu'il arrive, c'est le même ratio. Quelqu'un qui a 1 million, il a peut-être 10. Donc en fait, ça représente que 10%. Quelqu'un qui a 1 000 € et qui met 100, il a aussi mis 10%. Donc c'est le même ratio. Donc on les traite évidemment tous de la même façon. Et eux réagissent plus ou moins tous de la même façon. En fait, ils veulent juste avoir des infos. Et les opérateurs, est-ce que tu remarques que ceux qui décrochent pas ou qui font les morts ou qui plantent sont plutôt les débutants, sont quand même des professionnels confirmés, sont plutôt ça peut être tout le monde, ou alors est-ce qu'il y a un peu on peut pas les mettre dans les cases, j'aime pas dire ça, mais est-ce qu'on peut un peu catégoriser ces opérateurs? Il y a vraiment tout. Souvent, si je dois essayer de les catégoriser, je trouve que plutôt les néo-marchands ou les plus jeunes répondent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Alors peut-être parce qu'ils gèrent peut-être qu'une, 2, 3 opérations. Donc ils ont peut-être un peu plus de temps. C'est intéressant ça. Et ceux qui en ont peut-être trop, qui en gèrent 10, 15, 20 ou 50 chantiers, qui sont complètement perdus, débordés, ils gèrent plutôt leurs urgences. Et leur urgence, c'est plutôt gérer un chantier, des travaux ou une visite, plutôt que de répondre à Baltis qui demande des news. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste une question de temps. Je suis pas sûr qu'il y ait quand même beaucoup de mauvaise volonté parce que quand on réussit toujours pas à en avoir à la fin. Mais c'est juste une question de temps. Je te réponds la semaine prochaine. On est lundi. Donne-moi une news quand même dans la semaine. Oui, c'est ça. Et envoie-moi un WhatsApp, une photo. Je demande pas non plus un reporting de 40 pages. Quoi. Dis-moi juste où ça en est. Donc. Est-ce que tu pourrais nous raconter une opération qui s'est extrêmement bien passée et à contrario, une opération qui s'est très mal passée? Peut-être niveau affect, tu croyais vraiment à l'opérateur, ça s'est pas bien passé, ou alors tu misais pas une cacahuète et au final, extrême belle surprise. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote comme ça? Ouais, si je commence par la mauvaise opération, je pense qu'on n'a pas forcément fait des mauvaises opérations, mais je pense qu'on a eu peut-être confiance, peut-être un peu trop d'émotions. Et on dit souvent que dans l'investissement, il n'en faut surtout pas. C'était une opération qui était en plus envoyée par, à l'époque, le leader du crowdfunding immobilier qui m'a dit tiens, c'est une petite opération qui est trop petite pour moi, je te l'envoie, tu vas voir, elle est top, le mec est top, tu peux y aller. Quoi. Bon, venant du leader du marché, je me suis dit, on a peut-être moins pris le temps de regarder en disant c'est bon, c'est qui nous l'ont envoyé, on le finance, on y va direct. Donc on a été un peu vite, je pense, sur l'analyse. Aujourd'hui, le scoring il serait catastrophique, on ne le financerait pas. Si on prend vraiment les mêmes métriques qu'à l'époque, on le financerait pas. Et comme par hasard, ça s'est mal passé parce qu'on a été trop en confiance, en se disant c'est bon, c'est un copain d'un copain et ça a été envoyé. Et donc, excès de confiance. C'était quoi l'opération, si on peut en parler? C'était une opération dans les îles à Bougival, exactement, dans le 78. Donc, ils faisaient réhabilitation d'un actif et petite extension. D'accord. PC purgé, tout avait l'air très bien. C'était pas commercialisé. Au moment où toi tu finances, il y avait déjà le PC purgé. Ouais, PC purgé. Il n'avait pas encore commercialisé, mais vu l'emplacement et la qualité, on s'est dit, il n'y a pas de problème. On a pris une garantie très faible en se disant, OK, il est sérieux, il a été financé, il est recommandé. Donc, on va pas pris d'hypothèque. Voilà, on n'a pas pris d'hypothèque. On ne va pas être trop agressif sur les garanties, ni sur le suivi. Et puis, l'opérateur part en ce moment, donc on ne sait pas trop, mais a priori, ça ne sent pas très bon, il part en liquidation. Donc, ça aurait été aujourd'hui, on ne l'aurait pas fait, ou effectivement, on aurait pris des meilleures garanties, 1, 2, voire 3 garanties pour se sécuriser. Bien sûr.
Donc, excès de confiance, enfin, pas excès de confiance. En tout cas, on n'a pas été assez rigoureux sur l'analyse, mais surtout sur les garanties prises à la fin. Mais il y a une époque où on finançait plein de projets avec uniquement une caution. Et c'était la norme. Bien sûr. Et parce que tout se passait bien, on nous remboursait, on recommençait, on prenait une caution de personne physique et c'est tout. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existait même plus envisageable. Ouais. Aujourd'hui, on a des garanties dans tous les sens. On a même créé des nouvelles garanties. Qu'est-ce que vous avez créé comme Le nouvelle garantie? marché a créé des fiducies, par exemple, qui n'existaient pas, ou alors en tout cas qui étaient peu démocratisées. Aujourd'hui, c'est la norme. Des nantissements, des cautions notariées. On signait des cautions avant sur DocuSign. Maintenant, c'est tout chez le notaire. Donc on a vraiment consolidé, ou en tout cas professionnalisé encore plus nos garanties. Et du coup, maintenant, dès qu'il y a un projet qui va moins bien aujourd'hui, franchement, il n'y a aucune inquiétude. On active les garanties, on récupère l'actif parce qu'on a l'hypothèque ou la fiducie. Voilà. Et en fait, on est remboursé. En toute détente. Ouais. Donc voilà, cette opération-là, et côté belles opérations, on a eu quand même, je crois qu'on a remboursé quasiment 70 projets aujourd'hui. Okay. Donc il y en a quand même plein qui sont bien passés. On a remboursé plein en avance, plein un peu en retard, mais on a fini par rembourser. On a financé symboliquement des projets comme on a financé la construction du siège de GRDF à Rouen. Okay. Donc une grosse opération, je crois, à 50 000 m² de bureaux, en plus de la logistique à entrepôt derrière. Donc siège régional de GRDF à côté de Rouen. Ça représentait une collecte de combien, ça? Nous, on faisait une petite collecte. On faisait 1,5 million en termes de collecte. Okay. Parce que comme il y avait des appels en VFA, il n'y avait pas besoin de beaucoup de fonds propres. Oui. Mais bon, le locataire GRDF, il signait avec lui. Donc on s'est dit, racheté par une foncière, agréée par l'AMF. Donc la sortie était quand même bien identifiée. Et très beau projet, énergétique aussi en termes de performance. Donc il cochait plein de cases. Ça a duré 12 mois. On a été remboursé évidemment dans les temps. Ah ouais, nickel. Tout était bon, quoi. Mais la durée, le rachat, exactement. Tout se passait bien, et surtout d'avoir permis à des particuliers à 100 €. Alors à l'époque, je crois qu'on était encore à 1 000 €, de pouvoir financer la construction d'un siège de GRDF, entreprise publique, rachetée par une société de gestion agréée par l'AMF. C'était un petit peu très institutionnel comme projet. Oui, et puis c'est une belle histoire. À raconter, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est assez rare. On n'en a pas refinancé depuis des opérations aussi corporate, aussi institutionnelles, mais c'était le rendre accessible aux particuliers, c'était assez agréable de pouvoir de le faire. Et est-ce que tu as en tête une opération où vraiment la marge était exceptionnelle, ou quelque chose qui sort du lot, où tu t'es dit, il nous avait promis 20-25, il sort avec 40, enfin je sais pas, je dis ça, mais... Ouais, on a eu une opération comme ça, alors je n'ai pas tout le chiffre en tête, mais celle-là je l'ai, c'est près de Marseille, à Saucé-les-Pins. Il achetait un terrain qui devait diviser, rénover la maison et la revendre, et de l'autre côté, construire une maison. Et en fait, au moment où il a acheté, ou même avant d'acheter, il a reçu une offre pour acheter le terrain à un prix délirant. Donc finalement, il a revendu la maison en l'état, il a revendu le terrain en l'état aussi. Donc en fait, 0 travaux, il a fait une marge de plus de 45%, voire plus. Ouais, ça c'est beau. Parce qu'en fait, 0 travaux finalement. Ouais. Et comme nous, on lui faisait un financement acquisition, un financement travaux, on lui a fait le financement acquisition pour acheter. Et en fait, on lui a pas fait le financement. Il a même pas eu besoin de tirer la poche. Et il a fait un aller-retour. Et la marge était aussi très forte, parce qu'il a fait un aller-retour à peine un mois. Ah parce qu'en fait, il a reçu l'offre avant d'être titré. Donc en fait, il a signé sa promesse de revendre en même temps. Il a quasiment, je crois, en 3 semaines ou un mois, il a fait son aller-retour. Ça, c'est une belle opération. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu vois le plus souvent dans les deals que tu finances? Où est-ce que tu vois qu'il y a les plus grosses marges? Est-ce que c'est sur des opérations comme ça, où on divise le terrain? Est-ce que c'est sur des opérations où on va transformer un actif, on va se positionner ultra-luxe? Est-ce que c'est sur du commercial? Enfin, où est-ce que tu vois les plus grosses... Les plus grosses marges, les plus grosses marges, pour moi, c'est les opérations les plus courtes en termes de temps. Ouais. Parce que le temps coûte cher. Ouais. Parce qu'il y a les frais financiers, bien sûr, les notes, la banque et tout ce qui va derrière. Donc, plus l'opération dure longtemps, en fait, plus ta marge, quand même, elle baisse. Donc, c'est pour ça que quand un projet est en retard, l'intérêt de l'opérateur, c'est aussi de la rembourser, ou alors en tout cas, c'est de se refinancer ou de rembourser sur fonds propres. Nous, on a eu des opérateurs qui nous ont dit le projet, il prend plus de temps que prévu. Par contre, effectivement, ça coûte un peu cher. J'ai vendu une autre opération à côté, je vous rembourse sur fonds propres, parce que là, votre 12%, il coûte un peu cher. Et au moins, il a calmé ses intérêts et préservé sa marge. Il pouvait se le permettre aussi. Donc, c'est vraiment, plus l'opération est courte, généralement, plus la marge est élevée. Et donc, l'opération qui marche le mieux chez nous, dans notre fonctionnement, c'est achat d'un appartement existant, travaux et revente. Par contre, souvent, on n'attend pas que les travaux soient finis pour revendre. C'est qu'on essaie de trouver un acquéreur le plus tôt possible et d'essayer de signer une promesse de vente qui est avec quelques conditions suspensives, évidemment, sur les travaux, mais pour que le jour où les travaux sont finis, on passe à l'acte et qu'on ne passe pas la promesse. Comme ça, on gagne 3 mois, et 3 mois d'intérêt. Ça améliore la marge. C'est ça. Alors, nous, on a fait le choix aussi de faire ça. Alors, dans le cadre de nos activités de la relève, que tu connais, donc l'incubateur qui
qui accompagne les néo-marchands de biens. Maintenant, on a fait le choix de ne plus aller au bout des travaux, notamment sur les questions de cuisine. Ouais. Et aussi quand il y a des extérieurs. On met en commercialisation, donc on n'a pas terminé les travaux, on met tout de suite en commercialisation. Et par contre, on engage l'acquéreur à participer à la fin des travaux. Donc, il va lui-même choisir sa cuisine, il va lui-même choisir son extérieur, il va lui-même choisir... voilà, c'est un peu du semi-VFA, je dirais. Et effectivement, ça nous fait gagner du temps et ça fait participer l'acquéreur. Ah bah, ça fait participer l'acquéreur et je pense que tu fais pas des travaux que tu vas défaire pour refaire différemment, donc tu vas peut-être économiser aussi un peu d'argent. C'est ça. Et en fait, je trouve que moi, un particulier, enfin, toute personne sait se projeter quand même assez facilement à partir du moment où il est dans la maison, dans l'appartement. Évidemment, quand c'est sur plan, c'est dur. Mais à partir du moment où, je sais pas, tu as fait 80% des travaux. Oui, c'est ça. Tu le mets pas dans une pièce vide. Il y a quand même... Tu vois l'emplacement, tu vois la taille, tu vois peut-être le jardin, toutes les pièces sont identifiées. Tu peux quand même facilement te projeter, je trouve. Est-ce que tu trouves que quand on se positionne ultra luxe, on a plus de facilité de revendre vite et bien et cher, enfin cher c'est certain, que lorsqu'on est un peu sur un positionnement, je dirais, plus standard? Moi, je trouve que la difficulté, c'est plutôt l'entre-deux. Parce que l'ultra luxe, généralement, c'est des acquéreurs qui ont les moyens aussi, généralement pas de conditions suspensives de financement. Donc, on sait qu'une fois que tu as signé la promesse, tu baisses un peu ton prix, mais tu signes une promesse, tu sais que ça va au bout. Donc, tu vas peut-être pas perdre 3-4 mois si jamais il n'a pas son financement. Donc, ça vaut le coup de baisser un peu ton prix parce que tu rattrapes en fait les intérêts potentiels que tu paierais en plus. Et le côté très standard, du coup, tu plais aussi à plus de monde, tu as plus de potentiel acquéreur. Et si c'est pas un tel, ça peut être très vite quelqu'un d'autre. Alors que l'ultraluxe, il faut bien cibler la bonne personne. Donc, je trouve qu'il faut toujours être un peu dans des extrêmes pour fonctionner. Soit tu fais de l'ultraluxe et tu t'adresses à ces types-là qui a les moyens, soit plutôt du standard, mais du coup, tu t'adresses à une grande plutôt mass market. Ouais, plutôt mass market, et donc tu as pas mal d'acquéreurs potentiels. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu étais en train de parler du prix, des intérêts, que donc c'était important surtout sur l'opération de faire vite, parce que sinon, tu devenais l'associé de l'opérateur. Je crois que là, tu lances une alternative, je dirais, à ça, aux intérêts. C'est plutôt les club deals. Ouais. Donc, tu permets en fait à des investisseurs de rentrer en equity. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, bah ça, c'est une réponse à deux choses. La première, côté opérateur, beaucoup nous le demandaient parce qu'effectivement, avec un peu de retard, la marge diminue, voire tombe. Et nous, on est payé. Parfois, on a vu des opérations. Nous, les investisseurs ont été payés 12% par an pendant 2 ans ou 3 ans. Et l'opérateur, il a quasiment gagné 0. Et ça, évidemment, c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui porte au quotidien, qui prend les risques, qui fait tout. Nous, on est complètement passif. Donc, pour essayer de rééquilibrer un petit peu ça, on s'est dit qu'on allait s'associer avec eux. Donc, on rentre en action. Donc là, on n'est pas là pour lui prêter de l'argent. On s'associe avec lui. Du coup, lui, il est un peu moins stressé sur le temps. En disant, il ne faut pas que je brade mes travaux, que je brade mon prix à la sortie. Ça lui coûte beaucoup moins cher. Je suis moins pressé. Et par contre, si l'opération fait une super marge, je la partage en fait. C'est ça. Je la partage. Alors parfois, elle peut être capée pour notre investisseur parce que je trouve à juste titre que lui a quand même plus fait dans l'équation, donc il doit peut-être capter un peu plus. En tout cas, on s'associe avec lui. On se donne quand même un horizon de temps. De toute façon, l'opération, elle a forcément un début, une fin. On achète, on fait les travaux, on revend. On vise du 18 mois, souvent en cible, voire parfois du 24. Et on vient, du coup, capter un bout de la marge à la fin de l'opération on partage avec nos investisseurs. Alors, c'est quoi, du coup, la distorsion? C'est quoi la marge que vous captez? Comment est-ce que vous vous associez avec l'opérateur? Est-ce que demain, je m'associe à toi, tu t'associes sur un de mes projets, je reste majoritaire, tu rentres à 20%, 30%, 10%, comment est-ce que ça se calcule? Alors nous, on rentre forcément minoritaire, parce que, en termes de responsabilité, et surtout, nous, on ne va pas du tout s'impliquer dans le développement du projet. On veut le contrôler un petit peu. Donc, on a toujours un pacte qui régit un petit peu les dépenses, les décisions, etc. Donc, on a quand même quelques décisions qui nécessitent notre accord. Donc, qui nécessitent l'accord des investisseurs. Donc, c'est nous qui animons, évidemment, qui faisons le lien entre les deux. De quel type de décision, par exemple? Par exemple, sur le prix de revente de l'actif. On attend votre accord pour mettre en vente, c'est ça? En disant, voilà, il a trouvé une offre à tel prix, est-ce que ça nous va? Parce que ça a forcément un impact sur le BP et donc sur la marge et donc sur notre gain. Okay. Donc oui, ça nous va à tel prix. Okay. On décaisse parfois des factures aussi sur devis. Donc on veut être sûr que l'argent il parte sur ces travaux-là. Okay. Donc on a 4-5... alors c'est assez simple, hein, on a 4-5 décisions ou actions qui nécessitent notre accord. Et ensuite, sur le fonctionnement, généralement, nous, on vise une marge de 15% pour nos investisseurs. Donc, on dit en fait, on a ce qu'on appelle un TRI prioritaire, un hurdle à 15%, où là, on se sert. Par contre, tout ce qui est au-dessus de 15%, on se le partage à 80-20 pour lui ou à 70-30 pour lui. Donc, s'il a une énorme marge, il va prendre 80% de cette marge et nous 20%. Donc, on est quand même aligné sur le fait que plus il y a de marge, nous aussi, on gagne. Mais lui, plus il y a de marge, plus on gagne aussi beaucoup.
Donc, il a tout intérêt à maximiser ses travaux et à maximiser son prix de sortie. Mm. Parce que lui, son gain, il va se faire au-delà de 15%, quoi. Et donc, lui, évidemment, c'est illimité. Donc, souvent, c'est ces ratios-là qu'on met, 15% minimum pour nos invests et au-delà, on partage, avec une grosse partie pour lui. Il n'y a pas forcément de notion de temps. Ouais. En fait, le pacte, il tient jusqu'à ce que l'actif soit vendu. Ouais. Donc, en fait, s'il y a un peu de dérapage, c'est pas très Oui, grave. il n'est pas pressé, il n'y a moins pas... pressé. C'est ça. Même si on calcule en TRI, donc en TRI en fonction du temps, et pas en fonction, on ne dit pas, nous, on prend 600 millions de marge, 600 000 de marge, on prend vraiment en fonction du temps, parce que on parle en TRI. Donc, il y a quand même intérêt à sortir assez vite. Mais il est moins asphyxié s'il y a un an de retard que si on était sur un format obligataire. Et alors là, du coup, les investisseurs de la plateforme qui ont l'habitude de mettre en oblige, qui ont l'habitude d'investir sur la partie crowd, est-ce que là, du coup, tout le monde ne va pas se précipiter sur cette offre? Parce qu'elle a l'air d'être quand même un peu plus alléchante. À la fois, tu gagnes tes 15%, tu es un peu garanti de ça. En plus, après, tu as un partage de marge sur le reste, tu peux avoir 20 ou 30. Enfin, théoriquement... Ouais, mais c'est pas à l'inverse de l'obligataire, c'est contractuel. Tu prêtes de l'argent à 12%, on doit te le rendre à 12%. Tout à fait. Là, tu rentres associé dans un club deal. Si pour X raison, l'opération elle dégage 6% de TRI, tu as 6% et tu peux rien faire. Tu n'as aucun levier juridique pour dire en fait, je pensais avoir 15, il faut me rendre 15. Et vous, comment vous faites? Alors du coup, donc il y a toujours ce questionnaire de profil investisseur qui va faire que l'investisseur va répondre dynamique ou prudent et que donc tu vas peut-être l'orienter sur un deal en equity. C'est comme ça que ça va se passer. Et pareil, l'opérateur, lui, est-ce que c'est lui qui vient te voir en se disant je préfère que tu rentres associé, ou est-ce qu'il t'envoie le projet et c'est toi qui lui fais la proposition? Nous, on te propose d'être associé en equity, ou alors on te propose de rester sur la plateforme en crowd. Ouais. Maintenant, on commence à faire les deux. On fait option 1, on rentre en equity dans ce projet-là. Option 2, on le fait en obligataire classique. Comme ça, lui, il peut comparer. Ok, ouais. Donc, il a le choix, l'opérateur. Il a le choix. En tout cas, on lui propose les deux options. Quand le montage le permet, parfois, ça, on ne peut pas du tout. Donc, on est toujours à lui dire, voilà, les deux options. Souvent, quand on rentre en equity, c'est parce qu'il y a une banque aussi autour de table. Oui, ça, c'est bien. Et donc, ça nous permet là vraiment de faire du levier pour lui comme pour nous. L'obligataire, maintenant, on le fait quasiment sans banque. Donc, en fait, on se dit, pas de banque, on propose l'obligataire. Banque, on propose les deux. Et ensuite, nous, pour l'opérateur, ça ne lui change pas grand-chose, que nous, à chaque fois, on crée une SAS, on crée une société dans laquelle on rassemble tous nos investisseurs. Et ensuite, du coup, il n'y a qu'un seul nouvel associé dans sa SAS. Il ne va pas se retrouver associé avec 100 personnes ou 200 personnes. On a toujours une société intermédiaire qu'on appelle explorateur. Okay. Parce qu'en fait, on va explorer un nouveau dossier, donc explorateur 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et donc, il y a bien un seul associé qui rentre au capital, qui est la SAS explorateur 3, on va dire, qui est représenté par Baltis et par moi. Donc, en gros, c'est moi son associé directement en termes d'échange. Je représente derrière peut-être 50 ou 100 ou 200 personnes, mais en tout cas, on ne vient pas avoir 50 associés pour les AG, sinon ce serait interminable pour lui. Il valide ce montage-là à la banque. En disant, voilà, je vais faire une opération avec Baltis, ils vont créer une SAS, ils vont prendre 30% de la SAS, après on a un partage de marge, donc il explique à la banque, parce que là, pour le coup, pour avoir le financement, la banque doit savoir qui est autour de table. Exactement. Donc ça nécessite une pré-validation de l'opérateur auprès de sa banque. Généralement, elle valide. La banque, elle valide ça, ouais. Il n'y a pas de sujet, il y a plus de fonds propres, il y a une société qui est agréée par l'AMF, qui crée un véhicule, qui rend des investisseurs privés, etc. Donc c'est bien contrôlé. Beaucoup plus facile, ce club deal, et on rentre en equity, que le complément avec une plateforme de crowdfunding. Bien sûr, surtout en ce moment où il y a beaucoup de banques qui refusent. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on leur dit, pas de banque oblige, banque, equity. On peut. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez déjà vu, alors je sais, chez toi, je connais la réponse, mais des cas où on a des club deals comme ça et où les investisseurs ont tout perdu? Non, parce qu'en fait, déjà théoriquement, c'est quand même très compliqué, parce que pour que ce soit le cas, il faut vraiment que l'opération soit vraiment plantée, et que la banque se soit servie et que ça vaille plus rien. Donc que la boîte part en RJ. Oui, il y a comme un actif. En fait, la boîte part en RJ, nous on finance la société projet et pas la société du marchand au-dessus. À l'inverse, parfois de l'obligataire, parfois on finance la société d'exploitation au-dessus. Donc là, effectivement, on est lié à une société qui a des salariés, qui a du passif, qui a des actifs. Mais donc en equity, tu es toujours sur le SPV. Ouais, tu as le SPV, tu as la société projet qui achète cet actif-là, qui est effectivement financé également par la banque. La banque, elle reste quand même prioritaire, quoi qu'il arrive en rang 1, il n'y a pas de... On peut négocier, mais ça ne marche pas. Donc, on est souvent en rang 2, voire systématiquement en rang 2. Donc, s'il y a un problème sur l'actif qui valait 100, que la banque elle a prêté 100, qu'elle se sert 100, mais il n'y a plus rien. C'est ça. Effectivement. Mais comme on achète souvent des actifs un peu décotés, avec des travaux, très, très vite, la valeur de l'actif, elle dépasse le montant du financement de la banque. Donc, on sait que si la banque se sert, il reste de la place. Pour nous, quoi. Il reste de la place.
On arrive bientôt à la fin de notre échange. Je voulais voir avec toi, évidemment, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du crowdfunding? C'est quoi pour toi le crowdfunding de demain? Dans 10 ans, comment est-ce que tu vois les choses? Alors déjà, je pense que je vois les choses dans moins de 10 ans, parce que 10 ans, on parlait souvent avant de cycle de 5 ans, 10 ans. Maintenant, je pense que déjà, si on se projette à 6 mois ou 1 an, c'est déjà très très long et il se passe tellement de choses en si peu de temps. On l'a déjà vu. Alors, je pense que sur le crowdfunding pur, il va forcément évoluer. Et il évolue déjà un petit peu. On parlait de la fiducie. Et je pense qu'il se maintient aussi beaucoup aujourd'hui grâce à cette garantie-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de projets en financement obligataire grâce à ces nouvelles garanties qui viennent sécuriser les investisseurs. Donc ça va continuer. Ça va un peu ralentir, je pense, au détriment du club deal, où je le trouve beaucoup plus sain parce qu'on aligne nos intérêts, parce qu'on s'associe avec quelqu'un et parce que si ça marche, on gagne aussi beaucoup plus. Et comme on prend du risque, plus on prend de risque, plus on veut aussi et potentiellement avoir du gain. Bien sûr. Donc le club deal le permet, puisque on n'est pas capé. Parce que l'oblig, tu es capé à 12, tu ne peux pas aller au-delà. Mais là, tu peux aller beaucoup plus haut. Donc, le partage de valeur, je trouve qu'il est beaucoup plus sain pour tout le monde. Et autour de ça, moi, je crois beaucoup, et ça a déjà commencé, à la tokenisation de l'immobilier. OK. Parce que l'immobilier, par définition, est immobile, est très lent et un peu archaïque. Il n'a pas beaucoup évolué. Non. On a toujours des notaires, on a toujours des PV d'AG, on a toujours des... On fonctionne comme de la même manière depuis des années, ça évolue très peu. Et je pense que la tokenisation, c'est le fait d'enregistrer les actifs ou les parts des actifs dans la blockchain, donc que ce soit déjà plus sécurisé, on sait qui achète quoi, on sait qu'on peut pas il peut pas y avoir qu'on appelle ça de magouille et autres. En tout cas, c'est enregistré, c'est clair, c'est accessible à tout le monde, c'est décentralisé. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est décentralisé, donc en fait, on peut pas le falsifier. Et ensuite, ça apporte aussi de la liquidité. Et c'est tout le problème de l'immobilier, c'est que c'est totalement illiquide. C'est-à-dire que si tu veux acheter et revendre, quoi qu'il aille, tu peux pas le faire de manière instantanée. Tu peux pas le faire immédiatement. Ouais. Et la tokenisation va permettre de le faire instantanément et va surtout le permettre de le faire de manière internationale avec tout le monde. C'est-à-dire que Mais comment ça se fait alors, comment ça le fait instantanément? Instantanément, ça veut dire qu'en fait, tu vas revendre des parts, des tokens, en fait. Parce que du coup, ta SAS, donc tes actions ou les parts civiles de ta SCI vont être enregistrées dans la blockchain. Donc, vont être converties sous forme de token. Donc, tu auras un token qui sera numéroté. Et ce token-là, tu peux le vendre instantanément à qui tu veux, aux 4 coins du monde. Donc, ça veut dire que tu peux le vendre ça à un Japonais, un Australien, un Américain, quand tu veux, à qui tu veux. En un fragment de seconde, tu le revends ton token. Donc, tous les actifs seront tokenisés. Et donc, ils ont quelle valeur, le token? C'est toi qui détermine la valeur. C'est toi qui détermine. C'est comme si tu enregistrais. En fait, c'est comme si tu enregistrais une action dans une clé USB. Ouais. Si tu veux revendre ton action, tu estimes qu'elle vaut 2 €, tu la vends 2 €. J'ai 1000 parts à 100 € la part. Ils sont tous. Et le plus important, c'est qu'elles soient enregistrées dans cette blockchain pour qu'elles soient effectivement infalsifiables. Et surtout, tu la transfères à qui tu veux. À l'autre bout du monde, au prix que tu veux. En fait, c'est du gré à gré à chaque fois. Mais ça permet de rendre liquide l'immobilier, qui est aujourd'hui la chose la moins liquide du monde. Parce que, peut-être c'est ça qui rassure, c'est un actif qui existe, c'est de la pierre, mais il faut connecter cet actif-là justement à ces tokens-là pour apporter la liquidité. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, là-dedans? Donc, moi, je viens chez toi, j'ai un appartement, il coûte 500 000 €. Ouais. OK, je veux que tu me finances, allez, soyons fous, 500 000 €. Tu me finances mes 500 000 €. Tu me dis, OK, moi, je veux que ce soit sur un schéma tokenisation. Comment ça se passe? En gros, donc on crée une société, une SAS par exemple, qui va acheter cet actif-là. Et ensuite, chaque action, on va dire qu'il y a 500 000 actions. On le divise en 500 000 parts, donc 500 000 actions. On va les enregistrer dans la blockchain. Donc, chacune de ces 500 000 actions auront un numéro que tu pourras ensuite revendre à qui tu veux. Tout simplement. Donc, tu pourras avoir 500 000 propriétaires différents, mais peu importe. Toi, tu peux en acheter 400 000 et tu m'en laisses 100 000. Et moi, ces 100 000, tu auras plein d'associés si tu veux. Mais c'est tes mêmes investisseurs? Ah oui, bien sûr. Mais ce sera, alors tout dépend à qui je les propose. Mais je pourrais moi les proposer que sur ma plateforme. Et toi, tu pourrais dire, je les propose en libre service sur Internet et chacun peut acheter. C'est anonyme, mais peu importe. Mais en tout cas, j'ai plein d'associés sur cet actif-là. Donc, ce sera plus difficile de revendre la totalité parce que tu n'auras pas 100% de l'actif, parce que tu n'auras pas 100% des tokens. Mais en tout cas, tu pourras l'acheter avec plein de gens différents, anonymes, aux 4 coins du monde, qui, eux, pourront le revendre quand ils veulent. Ok, hyper intéressant. Donc, toi, tu crois à ça. Donc, ça, c'est l'avenir qui commence demain. Qui commence demain, qui a commencé hier déjà, et qui apporte liquidité, instantanéité et surtout côté international, où tout le monde peut investir à Paris, du coup, aux 4 coins du monde. J'adore cette idée. Juste avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil, conseil d'expert, conseil pour un investisseur, conseil pour un opérateur? Pour un opérateur, marchand de biens, promoteur, peu importe, professionnel de l'immobilier, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Et l'investisseur, pareil. Alors, l'opérateur, j'ai envie de lui dire que c'est toujours le bon moment de bien acheter. Donc, il faut continuer à acheter. C'est parce que les taux sont élevés qu'on ne va pas trouver de solution. Donc, il faut y aller, il faut acheter. Il faut aussi savoir être quand même un peu scolaire.
C'est-à-dire qu'on a, nous, des opérateurs qui nous disent trouver 6 joints, la pièce jointe et le BP, la promesse et le BPXL. On fait quand même un beau dossier, bien présenté, avec les hypothèses, les photos, les projections. Donc, plus le dossier est bien structuré au départ, plus on sait que l'opérateur est aussi bien lui-même structuré. Donc, c'est important d'avoir un bon dossier et d'avoir un beau dossier aussi en termes de forme, le fond et la forme. Et puis surtout, venez nous voir, parce que nous, on continue évidemment à financer assez facilement en obligue ou en action. On sait faire les deux. Donc, venez tester. Et le côté investisseur, c'est le même adage que toujours, qu'on dit de diversifier. Parce qu'on reste quand même dans un marché un peu turbulent, donc il faut diversifier. Mais moi, ce que j'aime bien rajouter aussi, c'est qu'il faut aussi quand même savoir un petit peu investir avec son émotion ou avec son instinct. Ouais. Peut-être pas sur 100% de son patrimoine, bien sûr, mais c'est de se dire, j'ai investi près de chez moi. Ouais. Donc, je participe à la rénovation du patrimoine de ma ville, de ma rue, de mon quartier, ou de là où je passe mes vacances. Où là, il y a un dossier qui est vraiment orienté à fond sur la performance énergétique de l'actif. Donc, je participe aussi à la rénovation énergétique des actifs. Donc, comme il y a plein de projets, pour les choisir, soit on regarde le taux, les garanties, soit on se dit, ce projet-là, il est un peu différent parce qu'en fait, il va faire ci, il va faire ça. Donc, essayer de bien comprendre et de se dire, OK, ce dossier-là, il me plaît bien, j'y vais, quoi. Donc, c'est de laisser parler un petit peu son intuition. C'est pas ses émotions. Pas trop non plus, parce qu'on peut aussi faire des erreurs, mais en tout cas, sur une petite partie, de laisser parler un peu son émotion. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pensais que tu avais parlé d'actifs aussi émotionnels, tu vois, actifs dits émotionnels, type montre, type. Ça fait partie aussi. Voiture, une petite cote-part. En tout cas, une petite cote-part. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Et alors, juste pour terminer, parce que j'étais assez d'accord avec toi sur la présentation des dossiers. Moi, j'ai aussi remarqué que, on fait à peu près le même métier, mais peut-être pas dans le même univers. Moi, je suis plus sur l'univers bancaire. Un opérateur qui va tout le temps réussir, il a effectivement tout le temps les mêmes règles et la même rigueur. Le dossier, il est toujours carré, il est toujours extrêmement bien présenté. Le storytelling, c'est toujours le bon. Bon, évidemment que les actifs, ça compte beaucoup. Et à contrario, l'opérateur qui va toujours un peu galérer ou pas s'en sortir, c'est toujours celui qui manque de rigueur, qui fait un dossier de briques et de broc, qui machin. Mais ça, c'est vraiment une règle, j'ai l'impression, une loi divine. Une loi divine. Déjà, quand il commence sa phrase par t'inquiète, je t'envoie le truc. Ouais, déjà, je t'envoie la promesse. Tu reçois la promesse, elle n'est pas signée. Ah merde, je me suis trompé. Ou il te l'envoie un peu sur WhatsApp, un peu sur mail, un peu sur machin. Moi, je sais qu'un bon marchand de biens, c'est vraiment comme un sportif de haut niveau. Ouais, c'est ça. C'est la rigueur, c'est l'organisation, il a effectivement des procédures, des process. Il fait quand même pas mal de copier-coller, mais en tout cas, il est très organisé. Et c'est vraiment un sportif. Donc, en fait, il doit être organisé et s'organiser lui-même. Et ça se voit tout de suite. Je suis complètement d'accord. Donc, soit il passe par quelqu'un comme toi qui va le coacher, l'accompagner, l'aider pour faire son beau dossier, peut-être lui donner les bons réflexes. Mais s'il y va tout seul, je pense que ceci, on l'écarte assez vite parce que dire, OK, il est bordélique, il n'est pas organisé, il ne sait pas où il va. Il a besoin soit d'être accompagné, ou soit il a besoin d'essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis il va devenir organisé après derrière. C'est ça. Ce qu'on dit d'ailleurs à nos clients, que ce soit côté audit and coverage ou côté la relève, donc l'incubateur, c'est qu'un bon marchand de biens, c'est effectivement un sportif de haut niveau. On dit aussi c'est un chef d'orchestre. Il doit quand même un peu piloter plusieurs branches. C'est quand même une activité où pour que ton opération aille correctement au bout, tu dois passer plusieurs intermédiaires. Il faut que tout soit millimétré et que ça soit d'une rigueur d'haute qualité. Et donc, tu vois, quand j'ai un dossier qui vient de la relève, il sort comme si c'était un professionnel. Ouais. Il serait venu dans direct sans passer par la relève. Je reçois le dossier, voilà, ça parle dans tous les sens. Il arrive par la relève, c'est hyper organisé, c'est pro, c'est carré, c'est simple, le BP, il n'y a rien à dire, il n'y a pas une casque au c'est gentil, je chope au passage. C'est hyper important parce que on a vu plein de néo-marchands venir nous voir en direct et en fait, il y avait un problème sur la case Excel. Elle n'était pas connectée. Il fait oui merde, j'avais pas vu. En fait non, ça c'est pas possible. Alors que quand on sait qu'il sort de la relève, en fait il a été accompagné, formé, il utilise les bons outils, les bons BP, il a rien oublié. Il manque pas l'IS à la fin du tableau en bas. Donc, on ne peut plus rien rajouter après ça. Où est-ce qu'on peut te suivre, Alex? Partout. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout. Ça dépend de l'heure de la journée, mais sur les réseaux, un peu partout, surtout sur LinkedIn. Ouais. Pour suivre ton actualité. Ouais, plus sur LinkedIn que sur les autres réseaux, j'essaie un peu de faire la distinction pro-perso, donc plutôt sur LinkedIn. Ouais. Sur mon podcast Matière Lire aussi, voilà. Pour ceux qui veulent continuer à se former aussi sur d'autres sujets que l'immobilier, il y a aussi ce podcast-là qui existe. Ouais. Et puis sinon dans les bars du 17e, avec grand plaisir pour boire un verre. Merci beaucoup pour cet échange, Alexandre. Très sympa. Merci à toi, trop bien. Merci d'être venu. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt dans un autre épisode de Leverage. Bye.